Quelle que soit la
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit, tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif. Les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Aujourd'hui, votre canette de soda et la mienne ont le même code barre. Avec les étiquettes RFID, chaque canette aura son numéro individuel et unique. Pas un objet sur Terre n'aura le même numéro. Quand j'achète une paire de chaussures, on peut savoir que l'article 308-247 correspond à la chaussure droite de Catherine Albrecht, car elle l'a payée avec sa carte de crédit à telle date et à tel endroit. Dans l'avenir, je pourrais être pisté. Si l'un des lecteurs d'identification RFID lit ce numéro, on verra qu'il correspond à ma chaussure droite qui se trouvait à tel ou tel endroit. On saura ainsi qu'il y a de fortes chances que je portais bien cette chaussure à cet instant T. Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. Le problème, c'est la possibilité effectivement de doter des personnes de puces, je l'espère avec leur consentement. Et à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est effectivement de savoir si nos concitoyens pensent qu'il est justifié, j'ai vu qu'en Espagne, par exemple, ça se faisait, de se faire implanter par une seringue une puce RFID pour entrer dans un club, un établissement quelconque.
Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puce devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit, il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Baja Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Pour la première fois, un dispositif électronique peut être encapsulé et implanté dans le corps humain sans risque ni effet secondaire. Rien qu'à Mexico, on dénombre 1 millier de personnes implantées, principalement pour des raisons médicales. Si j'ai par exemple un accident, les urgences ou les médecins de l'hôpital qui m'accueillent ont juste à appuyer sur le bouton qui est ici pour récupérer automatiquement un numéro spécifique et unique de 16 chiffres. Relié à une base de données, ce numéro permet d'accéder aux données personnelles du patient, à son identité, comme son nom, son âge, son état de santé, ses antécédents, le type d'assurance dont il dispose, les données personnelles qui prévenir en cas d'urgence. Les implants et l'utilisation de ce dispositif existent depuis 2004. Nous avons donc déjà pas mal d'hôpitaux équipés, des assurances, également des cliniques privées, des consultants et des médecins privés. Je n'ai aucun doute, nous allons assister très prochainement à une violente explosion du marché de la RFID.
Dans le futur, et je parle d'un futur très proche, on peut imaginer des applications avec des puces qui contiendront toutes tes informations personnelles, ton passeport. À Mexico, par exemple, où nous travaillons avec l'Institut fédéral électoral, la puce pourra servir à la fois de carte de lecteur, de carte de crédit. On peut aussi imaginer implanter une puce sur un enfant ou un adulte et installer des lecteurs un peu partout dans la ville, dans les boutiques, les édifices publics, etc. Au moment où la personne implantée passera à proximité d'un de ces lecteurs, le dispositif détectera automatiquement sa présence, lui transmettra l'information à une base de données qui permettra de localiser la personne en temps réel. Mexico a été précurseur sur cette technologie, grâce à une entreprise mexicaine et des ingénieurs mexicains pour des applications au Mexique. Pour localiser les membres de la famille qui pourraient être éventuellement victimes d'enlèvement. Ils m'ont d'abord emmené dans la bagnole et puis après ils ont commencé à me palper. Alors je dis pourquoi tu me palpes? Oh ben on veut savoir si tu n'as pas un appareil où on puisse te détecter de n'importe où par satellite. Ici même à Mexico, les entreprises qui investissent dans ce type de puces implantables les offrent carrément, gratuitement. Et nous savons que les gens qui ont peur d'être victimes d'enlèvement, ceux que nous appelons les séquestrables, utilisent déjà la puce implantable. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Si vous êtes menacé, vous appuyez sur le bouton d'urgence de cet appareil de localisation qui n'est autre qu'un objet du quotidien. En appuyant sur le bouton, vous déclenchez en 7 secondes une alarme et un appel téléphonique qui retentissent ici dans nos bureaux et provoquent automatiquement une réaction de nos services pour vous localiser avec une marge d'erreur de moins de 12 mètres. Le RFID et le GPS sont deux technologies qui ont déjà commencé à converger. À moyen terme, il y aura beaucoup plus de produits qui combineront ces deux technologies. Dans les années à venir, le développement du GPS et du RFID amènera de nouvelles applications qui répondront à de nouveaux besoins. Le plus probable, c'est que dans un futur très proche, on puisse implanter dans le corps humain une puce RFID équipée d'un GPS. Pour l'instant, les gens utilisent cette technologie pour des raisons sécuritaires et de tranquillité. Mais je ne peux pas affirmer que ça ne changera pas, pourvu que nous ne connaissions jamais plus une situation comme celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la technologie a été utilisée contre l'humanité. Si c'était le cas, cela pourrait recommencer, c'est une possibilité. Quand les spécialistes de la RFID, de la vente ou ceux qui travaillent dans le domaine de la surveillance parlent du futur, ils parlent d'un monde dans lequel à chaque fois que vous franchirez une porte, que vous vous promènerez dans un parc ou que vous vous baladerez dans la rue, un ordinateur quelque part vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements.
Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît effrayante. Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et aux gouvernements de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. On entre dans une société où aujourd'hui on peut être surveillé par une caméra, on peut être écouté. Par la biométrie, on va pouvoir déterminer vos passages à tel ou tel endroit parce que vous en laisserez la trace. Et par l'utilisation des puces, par la géolocalisation, on peut tracer des personnes à distance. On sait où elles se trouvent, etc. Pris isolément, chacune de ces technologies est probablement maîtrisable. Mais personne ne sait dans quel type de civilisation nous nous retrouverons dans 10 ou 15 ans, lorsque tous ces systèmes-là se seront mis en marche, se conjugueront, se combineront. D'autant plus qu'il faudrait ajouter à cela toutes les législations nouvelles en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité, le terrorisme, qui chacune mettent en place des usages nouveaux de ces technologies, qu'il faudrait donc aussi envisager en même temps que les technologies elles-mêmes. Donc la difficulté, elle est là. Quel type de société ça nous donne dans quelques années? This compromise guarantees more than $2 trillion in deficit reduction. It's an important first step to ensuring that as a nation we live within our means. Yet it also allows us to keep making key investments in things like education and research that lead to new jobs, and assures that we're not cutting too abruptly while the economy is still fragile. This is, however, just the first step. This compromise requires that both parties work together on a larger plan to cut the deficit, which is important for the long-term health of our economy. And since you can't close the deficit with just spending cuts, we'll need a balanced approach where everything's on the table. Yes, that means making some adjustments to protect health care programs like Medicare so they're there for future generations. It also means reforming our tax code so that the wealthiest Americans and biggest corporations pay their fair share. And it means getting rid of taxpayer subsidies to oil and gas companies and tax loopholes that help billionaires pay a lower tax rate than teachers and nurses. I've said it before, I will say it again. We can't balance the budget on the backs of the very people who have borne the biggest brunt of this recession. Everyone's going to have to chip in. That's only fair. That's the principle I'll be fighting for during the next phase of this process. And in the coming months, I'll continue also to fight for what the American people care most about: new jobs, higher wages, and faster economic growth. In the last few months, the economy's already had to absorb an earthquake in Japan, the economic headwinds coming from Europe, the Arab Spring and the rise in oil prices, all of which have been very challenging for the recovery. But these are things we couldn't control. Our economy didn't need Washington to come along with a manufactured crisis to make things worse. That was in our hands. It's pretty likely that the uncertainty surrounding the raising of the debt ceiling for both businesses and consumers has been unsettling and just one more impediment to the full recovery that we need. And it was something that we could have avoided entirely. And while we're on the topic of infrastructure, there's another stalemate in Congress right now involving our aviation industry, which has stalled airport construction projects all around the country and put the jobs of tens of thousands of construction workers and others at risk because of politics. It's another Washington-inflicted wound on America, and Congress needs to break that impasse now, hopefully before the Senate adjourns, so these folks can get back to work.